Et bonjour à tous, donc Simon Carladous, je suis en thèse à l'IRSTEA. Donc vous avez vu une première présentation hier, j'ai préparé deux papiers en fait parce que ça va un peu dans la continuité. C'était difficile de tout présenter dans un seul papier. Donc là je vais aller un peu plus loin en parlant de l'aide à la décision basée sur un raisonnement évidentiel, sur un cas d'application qui est donc l'efficacité d'un barrage torrentiel. Tout d'abord, je rappelle le contexte de la problématique très rapidement hier. Donc on est dans un bassin versant torrentiel, des problèmes de départ de matériaux, de lave torrentielle et de crue avec charriage, la mise en place de nombreux ouvrages, dispositifs de stabilisation qu'on a à gérer et qui sont eux-mêmes menacés par ces phénomènes. Et on a plusieurs finalement problèmes réels de décision au niveau expertise, au niveau d'un ouvrage avec le problème qu'on a vu hier de la stabilité structurale, qui va vers l'efficacité fonctionnelle, qui elle-même va conditionner l'efficacité fonctionnelle et l'efficience des dispositifs. Donc là, dans ce cas d'application-là, je vais me focaliser sur l'efficacité fonctionnelle de l'ouvrage, alors que hier, donc je le disais, on avait vu la stabilité structurale. Donc l'objectif de cette présentation, c'est d'introduire et d'appliquer une approche d'aide à la décision intégrée, appliquée donc à l'efficacité fonctionnelle d'un ouvrage, qui prend en compte le fait de prendre en compte plusieurs critères qui sont imparfaitement évalués, sous incertitude épistémique des états de la nature, c'est-à-dire de la connaissance des laves torrentielles et des crues qui menacent ces ouvrages, et qui combine plusieurs cadres théoriques. Donc tout d'abord, on passe par une formalisation du problème d'aide à la décision. Donc dans notre cas, si on parle de la question de l'efficacité fonctionnelle, après une analyse fonctionnelle, ces ouvrages ont quoi comme objectif? D'être stables structurellement, de recentrer les écoulements, de maintenir le niveau du lit ici en amont, et d'orienter les écoulements par rapport à l'ouvrage aval. Donc finalement, par rapport à ces différents critères, l'expert évalue ces différents critères pour ce qu'on va appeler une alternative qui est un ouvrage donné, et il va agréger ces différentes évaluations pour évaluer le critère de décision qui est l'efficacité fonctionnelle. Donc on peut évaluer de manière experte à l'heure actuelle, c'est fait de manière qualitative. Après, il y a des transformations quantitatives qui sont notamment proposées dans le domaine des ouvrages hydrauliques. Donc, si je formalise, on a une matrice de décision, en fait multicritères ici, avec des poids affectés à chacun des critères, avec nos différentes alternatives à évaluer. Ces évaluations, l'expert les évalue imparfaitement, ça peut également provenir de plusieurs sources. Et on a une agrégation où là on a toutes les analyses multicritères ou les systèmes à base de règles qui interviennent. Et si on a des méthodes d'agrégation totale ou de systèmes à base de règles, on a l'évaluation du critère de décision pour chacune de nos alternatives. En plus, on est dans un univers incertain par rapport à la connaissance des scénarios, donc des états de la nature. On peut avoir des écoulements permanents, on peut avoir des débits liquides, on peut avoir des débits liquides avec charriage, on peut avoir des laves torrentielles. Ça dépend de chacun des sites. Et donc finalement, l'expert concrètement évalue différents scénarios pour chacune de ces alternatives. Et ensuite, il y a une règle de décision qui est définie et qui permet l'évaluation finale de notre critère de décision. Si je formalise, on a ici une matrice de décision, donc on a notre vecteur de critères de décision de tout à l'heure, donc qui est évalué de manière imparfaite, et on a également une incertitude sur la connaissance de ces scénarios. Donc généralement, ce qui est fait, c'est qu'on utilise les probabilités affectées à chacun de ces scénarios, et la règle de décision est la valeur espérée, qui nous permet finalement une évaluation finale de notre critère. Donc finalement, le problème de décision complet, c'est un expert donc, qui évalue imparfaitement plusieurs critères pour chacune des alternatives, qui agrège, qui a fait cette évaluation sous incertitude de la connaissance des scénarios et avec une règle de décision finale. Donc nous, ce qu'on a proposé là, c'est l'utilisation de méthodes basées sur le raisonnement évidentiel, qui ont été développées récemment en 2011 pour une analyse multicritère ici et en 2012 pour des décisions sous environnement incertain. Donc je suis obligé de rappeler quelques bases théoriques du raisonnement évidentiel. Tout d'abord, la première question, c'est représenter l'imperfection de l'information. On est face à plusieurs imperfections de l'information, imprécision, incertitude, inconsistance, incomplétude. Les probabilités, notamment, permettent de représenter l'incertitude. On a d'autres représentations évoquées hier, qui est la théorie de la logique floue, donc les théories des ensembles flous, qui permettent une évaluation qualitative, une transformation qualitative, qui a été liée aux théories des possibilités, où il y a des liens avec les théories des probabilités à ce niveau. Mais il y a des liens théoriques avec les fonctions de croyance, où on affecte un cadre de discernement et on définit une fonction de masse. La différence avec les probabilités ici, c'est que la somme des masses est égale à 1, mais avec, sur chaque élément du cadre de discernement, mais aussi sur l'union de ces éléments.
Ensuite, on peut fusionner plusieurs sources d'informations. On a une masse par source, on peut affecter une fiabilité à chacune des sources et on fusionne. Il y a énormément de règles de fusion. Celle qui a été appliquée dans cet article, c'est la PCR6 pour différentes raisons. Et ensuite, on affecte des règles de décision avec une attitude pessimiste qui est la définition de la crédibilité, une attitude optimiste qui est la définition de la plausibilité et une attitude de compromis qui est finalement une forme d'approximation de la probabilité. Alors là, pareil, il y a énormément de règles et il y a la plus connue, c'est la probabilité pygnistique de Smet, donc finalement qui est encadrée par la crédibilité et la plausibilité. Donc rapidement, après ces quelques rappels, les méthodes que j'ai présentées précédemment pour répondre à chacun de nos problèmes, la méthode multicritère basée sur le raisonnement évidentiel, c'est le fait qu'une source va évaluer finalement chacun de ces critères pour une alternative donnée avec une fonction de masse. Donc ici, ça peut être en fait, ça dépend du cadre de discernement qu'on a défini. Dans notre cas de discernement, c'est évaluer l'efficacité fonctionnelle de manière qualitative. Donc c'est pour ça que le cas de discernement ici, les 4 éléments, c'est par exemple de faible à fort, comme on a vu hier. Pardon. Et ensuite, on peut avoir plusieurs sources qui ont évalué ces deux matrices. Une première étape de fusion qui évalue pour chaque critère et chaque alternative la fonction de masse fusionnée. Et une dernière étape de fusion qui fusionne les différentes évaluations des différents critères en tenant compte de l'importance de ces critères. Donc concrètement, ça donne quoi? On a éventuellement 3 ouvrages à évalués par 2 sources selon les critères définis tout à l'heure, pour le cadre de discernement qualitatif donné. Et pour chacune des alternatives ici, on a ici notre fonction de masse. Et en affectant la règle de décision, on définit finalement quel est le niveau d'efficacité fonctionnelle de notre ouvrage. Donc par exemple, pour les ouvrages A1 et A3, c'est l'efficacité forte, c'est-à-dire que c'était affecté principalement à θ1. Et pour l'ouvrage A2, c'est de faible efficacité. Ensuite, on a la question du transfert de ce vecteur ici à cette matrice, sachant que FQOR s'appuie sur une matrice quantitative, et donc il y a nécessité d'avoir, pour l'instant en tout cas, une transformation quantitative, c'est-à-dire qu'en connaissant les fonctions de masse, on doit décider une évaluation quantitative grâce à cette échelle de transformation. Bon, ce point-là, on le verra tout à l'heure, est actuellement encore discutable, mais pour l'instant, du coup, ici on s'appuie sur une matrice quantitative où on a finalement fait le travail pour chacun des scénarios qui avaient été définis. Et à partir de cette matrice, on applique donc la méthode de décision en environnement incertain. Très rapidement aussi, l'idée c'est quoi? C'est qu'on affecte finalement une fonction de masse sur nos scénarios. Le cas de discernement ici, c'est nos scénarios. Ensuite, on applique des méthodes de décision sous incertaine, donc la méthode Weighted Averaging de Jaeger, mais avec une aptitude, les 2 attitudes extrêmes, attitude pessimiste, optimiste, ce qui nous donne finalement un encadrement des matrices des valeurs espérées. Et après une phase de normalisation, on obtient 2 masses ici qu'on fusionne, et on obtient finalement ici une règle de décision. Et c'est là-dessus que finalement on décide. C'est-à-dire qu'ici, on a, par exemple, comme je le disais, on a plusieurs règles de décision, soit la crédibilité, soit la plausibilité, soit la probabilité pygnistique. Et finalement, si on compare ces différentes alternatives, dans ce terme-là, d'efficacité fonctionnelle, l'alternative A3 est meilleure que l'alternative A1, qui est meilleure que l'alternative A2. Donc les bilans et perspectives, les apports principaux, en fait, c'est le fait d'avoir choisi des méthodes qui combinent plusieurs outils théoriques et d'essayer d'assembler tout ça, qu'on a appliqué à un cas d'étude réelle. Les limites fortes actuellement pour aller jusqu'au bout finalement de cette propagation de l'imperfection dans l'ensemble du processus de décision, c'est la décision intermédiaire que je présentais de transformation en évaluation quantitative. Et ensuite, une des grandes questions, c'est comment on évalue les masses concrètement sur nos différents scénarios, qui renvoient finalement aux questions de définition des probabilités sur ces scénarios également. Et finalement, l'idée, c'est d'intégrer cette évaluation qu'on a fait là sur cet exemple de l'efficacité fonctionnelle, mais qui peut être finalement largement développée à quelques questions qu'on se pose d'un point de vue expert, au niveau de l'efficacité structurale, fonctionnelle, de l'efficience au niveau de l'ouvrage et du dispositif. Je vous remercie.